À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un sujet majeur, la santé et les droits des jeunes. Dans ce numéro, nous ouvrons le débat sur la santé sexuelle des jeunes et plus particulièrement sur leur droit fondamental à disposer de leur corps. Qui décide pour mon corps? Voilà la question centrale qui animera les échanges de cette émission. Méchac Niaro au micro, heureuse de vous retrouver, aimables auditeurs. Chers invités, bienvenue à cette édition spéciale sur Radio Jena. Merci. Bienvenue, chers invités. Merci. Alors, on commence par ma gauche ou par ma droite? La droite. Ok, la droite, nous avons deux invités, deux jeunes belles dames qui vont se présenter à nous et nous allons discuter, aborder le sujet. D'accord. Et bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, Méchac. Bonjour, tout le monde. Je suis Fadila Tsoutiatipi. Je suis secrétaire comptable de profession. Je suis également la trésorière régionale maritime de l'association MADJ ATBF. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Méchac, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Essay Afi Bernice, je suis étudiante à l'université de Lomé et je suis membre du MADJ ATBF. Merci. Merci à vous, soyez les bienvenus sur Radio Jena dans cette émission spéciale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du droit des jeunes à disposer de leur corps en ce qui concerne la santé sexuelle. D'abord, c'est quoi la santé sexuelle? Fadila? D'accord. Et pour moi, la santé sexuelle, c'est la capacité d'un jeune ou de... Bon, quand on dit santé sexuelle, sans préciser de qui, quand on dit santé sexuelle, c'est un peu la capacité, l'aptitude, que ce soit physique, mentale ou sociale, et la capacité de cette personne à pouvoir disposer des droits, de pouvoir décider pour soi-même, de pouvoir décider de ce qu'il va faire concernant sa sexualité. Et quand on parle de sexualité, on ne parle pas forcément des rapports sexuels, on parle également du genre, on parle d'hygiène menstruelle et tout. Donc c'est un peu ça, la santé sexuelle, c'est un peu cet ensemble de tous ces points-là, du droit de disposer de son corps, du droit de décider pour soi-même, du droit d'avoir le consentement pour passer à un acte donné. Ah, la santé sexuelle apparemment regroupe beaucoup de choses. Oui, un peu beaucoup, oui. Voilà. Bernice, est-ce le cas? Vous êtes d'avis? Je suis d'avis et moi, pour résumer tout ce qu'elle a dit, je peux dire que la santé sexuelle, c'est tout ce qui est état de bien-être pour la jeune fille, que ce soit pour la jeune fille ou le jeune garçon, que ce soit physique, mental, émotionnel. C'est tout ce qui est bien-être du jeune. Voilà. Alors, est-ce que les jeunes jouissent d'une bonne santé sexuelle au regard de ce que vous avez dit, Bernice? Moi, je peux dire oui et je peux dire non en même temps. Pourquoi oui. Les deux? Moi, je peux dire oui puisque de nos jours, il y a plusieurs lois qui nous permettent actuellement de disposer comme bon nous semble de notre sexualité. Et je peux dire non de l'autre côté parce que il y a encore certaines barrières qui nous retiennent et qui ne nous permettent pas forcément de bénéficier de cette santé sexuelle-là. Voilà. Alors, Fadila, lorsque Bernice dit disposer de son corps, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette expression? Disposer de son corps, c'est décider pour soi-même, tout simplement. C'est, bon, prenons l'exemple d'une jeune fille. Oui. Est-ce qu'une jeune fille, combien de pourcentage des jeunes filles actuellement peuvent dire, bah moi,
j'ai le droit de décider qui va me toucher. Soit il y a forcing, il y a viol, soit dans le cadre d'un mariage, on se dit, c'est une fille, c'est une femme, donc on la donne en mariage à qui on veut. Voilà, on la donne en mariage à qui on veut. Et puis, dans le mariage également, on dit une fille ou bien une femme n'a pas le droit de dire non quand son homme, quand son mari a envie d'elle. Voilà, donc c'est disposer de son droit, du droit de son corps, c'est un peu ça. C'est le fait de rester catégorique, de savoir que mon corps m'appartient et je fais ce que je veux avec mon corps. Il n'y a personne qui viendra m'imposer sa loi, il n'y a personne qui viendra me dire... me proposer des choses qui vont me nuire. Voilà, qui vont me nuire. Et je ne suis pas... Même si c'est pour mon bien-être, si je ne suis pas en accord, c'est que je ne dispose pas d'un droit de mon corps. C'est un peu ça. Si je peux un peu résumer, voilà. Donc, le disposer de son corps, c'est donner son consentement pour qu'on puisse faire peut-être des choses avec ton corps. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Que ce soit dans la sexualité ou j'ai parlé tout de suite de l'hygiène menstruelle également. Quand on parle de l'hygiène menstruelle, il y a un cycle. Il y a un cycle que la femme respecte et tout. Et par exemple, si la fille veut prendre des contraceptifs, que ce soit son droit, il n'y a personne qui viendra dire tu n'es pas trop grande pour prendre des contraceptifs, tu n'es pas trop grande pour prendre des pilules, par exemple, tu n'es pas trop grande. Tu n'es pas encore grande. Voilà, tu n'es pas encore grande pour disposer de ces droits-là. Donc, c'est un peu ça. Oui. Alors, au vu de tout ce que vous avez cité, des détails que vous avez donnés sur cette expression, cette notion de décider pour son corps, est-ce que, Fadila, aujourd'hui, vous pensez que les jeunes Togolais ou les jeunes dans cette société décident réellement, ont la liberté de décider pour leur corps? Non, tout court, parce que, dans la théorie, oui, il y a beaucoup d'efforts qui se font avec les autorités publiques, les organisations non gouvernementales et tout ça. Mais dans la pratique, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça parce que, d'abord, on parle de la famille. Avant d'arriver dans la société, chez soi, c'est pas ça. Il n'y a pas de jeune qui peut dire maintenant que lui, chez lui, il peut sortir, il peut se réveiller un matin et puis dire, maman, moi, j'aimerais savoir à quoi sert un préservatif, par exemple. Vous parlez là du droit à l'information. Oui, du droit à l'information, c'est pas ça. D'abord, c'est vrai qu'il y a l'Internet, il y a tout ça, tout jeune peut se procurer des informations, mais c'est pas vraiment les réelles informations qu'ils ont à travers les réseaux sociaux. Donc, combien de jeunes se tournent vers des centres de santé pour se procurer des informations et qui ne sont pas discriminés, qui ne sont pas vus d'un mauvais œil. Donc, dans la pratique, il reste encore du chemin à faire, je crois. Surtout en ce qui concerne le droit à l'information sur la santé sexuelle. Oui. Alors, Bernice, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Quels sont, selon vous, les obstacles? Selon moi, je pense que c'est le fait que les parents ne soient pas informés ou formés de la manière dont ils doivent en parler. Il y a, par exemple, certains parents qui veulent bien parler de ça à leurs enfants, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et il y a certains qui trouvent ça tabou. Ces genres de personnes, je pense qu'il faut des sensibilisations pour les sensibiliser à pouvoir en parler à leurs enfants. Et ceux qui veulent en parler, à savoir comment le faire. Et par rapport c'est pas seulement en famille, on va aussi parler de la société en général, des leaders religieux par exemple. Et dans le côté là, c'est tabou, c'est tabou, on n'en parle même pas. Alors que il y a plein de jeunes qui sont dans les religions et tout. Donc, il faut les obstacles, c'est que on n'arrive pas à en parler. Surtout les parents, les leaders religieux et tout. On n'arrive vraiment pas à en parler. On n'arrive pas à ouvrir le débat sur la question. À ouvrir le débat sur la question.
Alors, à l'entame de cette émission, lorsque vous avez parlé de santé sexuelle, vous avez donné des détails, des exemples. Et on s'est rendu compte que la santé sexuelle regroupe beaucoup d'éléments. Alors, au vu des éléments, des différents éléments que vous avez cités, qui regroupent la santé sexuelle, quels sont les éléments sur lesquels on peut se dire que, ici, par exemple, les jeunes arrivent à les jeunes arrivent à décider de leur corps, mais sur tel autre aspect, c'est beaucoup plus compliqué. Fadila. L'aspect sur lequel les jeunes arrivent à décider, c'est un peu plus l'aspect de la sexualité, tout simplement. C'est-à-dire? Bon, voilà, je vais m'expliquer. Il y a actuellement tout jeune qui fréquente, qui va à l'école, les parents ne les suivent pas. La société n'est pas derrière ces jeunes-là. Donc, disons, ils font ce qu'ils veulent dehors, même s'il n'y a pas le contrôle. C'est pour ça qu'on appuie, qu'on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de tabou entre les parents et entre les leaders religieux. Comme ça, l'enfant aura ou le jeune aura la facilité de pouvoir en parler. Mais vu que c'est comme ça, le jeune sort et puis décide de ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a même plus de jeunes qui sont sexuellement actifs de nos jours. Parce qu'il y a ce genre de problème. Donc, sur ce point-là, je ne peux pas dire que les jeunes n'ont pas le droit de décider de ce qu'ils font et tout ça. Vous parlez là des fréquentations, des relations amoureuses que les jeunes ont entre eux. Voilà. Sur ce point-là, je ne suis pas sûre que, même si dans certaines localités, dans certaines communautés, il y a des enfants qu'on amène à faire des mariages forcés, ça aussi ce sont des exceptions. Mais concernant les fréquentations, les relations amoureuses, la sexualité entre les jeunes eux-mêmes, les jeunes arrivent certainement à prendre des décisions eux-mêmes concernant ça. C'est après, quand il y a les conséquences, qu'on se rend compte que donc ce jeune-là a fait ce genre de choses que moi qui suis son parent, moi qui suis sa mère ou son père, je ne suis pas au courant. Oui. Alors, on va s'attarder un peu sur la question des fréquentations. C'est vrai qu'il y a des tabous qui entourent la santé sexuelle, qu'il s'agisse des rapports sexuels, qu'il s'agisse de l'hygiène menstruelle, mais en ce qui concerne le choix et le choix éclairé des relations et des fréquentations, est-ce que les jeunes ont quand même des informations sur le sujet? Que ce soit des parents, de la communauté, Bernice? Pour ma part, je pense que par rapport aux fréquentations, les jeunes ont... comment je vais dire? Les jeunes sont peut-être informés, puisque si je viens par exemple avec mon ami à la maison et puis ma maman remarque que le comportement de mon ami n'est pas bon, elle va forcément me dire que l'ami que tu as là ne le fréquente n'est plus. N'est pas de bonne moralité. Voilà, n'est pas de bonne moralité, ne le fréquente plus et tout. Donc je pense que côté fréquentation, les parents parlent aux jeunes. Côté fréquentation, relation amoureuse. Relation amoureuse, non. Je parle de fréquentation amicale et tout ça. Mais amoureuse, non. Puisque les parents sont assez stricts sur ce côté-là. Ils disent que tu n'es pas encore grande pour être en relation. Faut être focus sur tes études. Et ensuite, tu pourras te marier et tout. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais rebondir là-dessus? Oui. Vous pouvez aller. Sur ce, moi, je pense que les jeunes ou les enfants sont influencés par leur éducation de base. Parce que je prends l'exemple d'une fille musulmane qui est née, les parents sont très stricts, elle ne sort pas. Si elle sort, c'est qu'elle va à l'école, elle rentre, on l'envoie et puis c'est tellement strict que l'enfant elle-même a peur de ses parents même. Pas peur, mais il y a des limites qu'elle va jamais dépasser. Donc, ce genre d'enfant-là, quand il sort, ou quand elle sort, que ce soit une fille ou un garçon, quand cet enfant va à l'école, il sait intérieurement le genre de personne qu'il doit fréquenter. Il y a le genre de personne avec lequel il ne sera jamais à l'aise. Parce qu'il n'a pas grandi dans cet environnement-là.
Il n'a pas grandi avec des personnes qui fument par exemple de la drogue. Il n'a pas grandi avec des personnes qui prennent de l'alcool. Donc l'enfant là, quand il se présente à l'école et qu'un ami fume de la drogue, lui-même il le voit en même temps de mauvais œil. Donc même si le parent ne parle pas, avec l'éducation que le parent donne, l'enfant se situe en même temps dans un cadre donné et puis se décide lui-même sans par même, rapport au type de fréquentation voilà, à avoir. Voilà, sans même qu'il ne s'en rende compte. Donc le débat n'est pas ouvert explicitement, Oui. on n'en parle pas directement Oui. dans la maison, Oui. mais parfois l'attitude des parents oriente sur les décisions Voilà. qui doivent être prises. D'accord. Alors nous allons parler maintenant des services de santé sexuelle. Il existe dans notre pays des centres de santé et dans ces centres de santé, il y a des cellules qui sont dédiées à la santé sexuelle. Est-ce que les jeunes arrivent à avoir accès à ces cellules de santé sexuelle, Bernice? Est-ce que les jeunes arrivent à avoir accès? Je pense que non. Les jeunes n'arrivent pas à avoir accès. Puisque dans ces centres-là, il y a, si on donne l'exemple de, le centre est dans ton quartier, et puis la dame ou, je sais pas, le monsieur qui est là-bas connaît ta maman, tu n'auras pas le courage d'aller demander des informations ou d'aller pour faire des consultations. Donc, c'est un blocage. Et la plupart des jeunes aussi ont peur d'aller demander puisque elles vont se dire ou ils vont se dire que comment telle personne va me voir et tout, le reflet qu'ils auront. Tout ça fait que ils n'ont pas vraiment accès aux services. Les services, il y en a, mais les jeunes n'arrivent pas à avoir accès. Alors, est-ce que dans ces services-là, il est facile, en dehors du fait que les jeunes se bloquent par rapport au regard des autres, est-ce qu'il est permis aux jeunes d'avoir accès, d'aller vers ces services de santé sexuelle? Oui, si je prends l'exemple de la TBF, il est facile aux jeunes d'avoir accès et d'aller faire des consultations là-bas comme ils veulent. Mais c'est juste le regard. Maintenant, c'est juste le regard des autres qui font que ils n'arrivent vraiment pas à avoir accès. Sinon, les services, il y en a. Oui. D'accord. Fadila, alors, les services, il y en a, les jeunes ont des difficultés à y aller. Et en ce qui concerne les jeunes filles, est-ce que c'est beaucoup plus facile ou plus difficile? Je crois que les services, que ce soit pour les jeunes filles ou les jeunes garçons, il y en a. On le dit à chaque fois, même à la télé, à la radio, il y a des sensibilisations qui se font. Et on dit que chaque jeune a le droit de disposer de son corps, chaque jeune a le droit de consulter. En tout cas, pour ça, il n'y a pas de débat à faire. Il y a beaucoup de services de santé, il y a beaucoup d'organisations même qui luttent pour ça. Et c'est plus facile que ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons, de disposer des moyens de contraception, par exemple, de disposer des consultations, d'aller chez un spécialiste de santé, de demander, par exemple, de comprendre son corps, de comprendre comment se fait l'ovulation, de comprendre comment être propre après une menstruation. Mais c'est le fait que les jeunes eux-mêmes, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, c'est un peu plus facile pour lui de se présenter. Lui peut aller, sans problème. Mais pour la jeune fille, une jeune fille qui se présente pour demander des informations, c'est qu'elle-même, elle connaît, elle est un peu plus instruite, ou bien elle fait partie d'une association et elle a un peu été déconstruite par rapport à tout ça, par rapport au tabou. Mais les jeunes filles qui sont, par exemple, bloquées maison-école, n'ont pas cette facilité de se présenter dans les centres de santé ou bien d'aller vers une organisation, d'aller vers la TBF pour demander conseil par rapport à son corps et tout ça. Est-ce que Fadila, c'est toujours une question d'éducation ou bien c'est plus sur une question de comment est-ce que je vais être perçue en allant dans le centre de santé? C'est l'éducation, parce que si une jeune fille, dès le bas âge, a été éduquée à ça,
sa maman était très ouverte pour parler de ça, elle n'aura pas de problème parce qu'elle se dira que c'est normal. Mais quelqu'un qui est né dès le bas âge, qui a été les parents ont été très carrés, n'ose pas aborder ce genre de sujet, même si la personne grandit et que vous lui dites qu'il a les droits, qu'il peut disposer de ses droits, bon, il va prendre ça comme le fait d'aller vers les centres de santé pour disposer des informations. C'est un peu comme désobéir à ses parents. C'est un peu comme ne pas respecter ce que les parents disent. Parce que chaque enfant veut respecter ce que son parent a dit. L'éducation qu'on a donnée, il veut être fidèle à ça, rendre fiers les parents. Donc, quel enfant va oser dire maintenant que lui veut désobéir à ses parents? Donc, si l'enfant prend ça sous cet angle-là, c'est un peu difficile à ce jeune-là de pouvoir se présenter. Donc, je pense que c'est l'éducation et c'est à partir de l'éducation que tout se passe. D'accord. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Djena, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes actuellement avec nous. Nous parlons, c'est une édition spéciale. Nous parlons de santé et du droit des jeunes à leur santé, à leurs possibilités, à leur droit de disposer de leur corps. Nous sommes sur le plateau avec Fadila et Bernice. Nous parlions tantôt des obstacles que les jeunes rencontrent pour accéder aux services de santé sexuelle. Alors, chers invités, on a parlé de ces obstacles, du fait qu'au niveau des organisations et de certains centres de santé, l'information est là. Les jeunes ont la possibilité de venir et de se renseigner, de s'outiller. Est-ce que vous pensez que les informations sur les questions d'éducation sexuelle sont suffisantes et adaptées à notre environnement et aux besoins des jeunes? Je pense que les informations, d'abord, quand un enfant va à l'école, c'est pas tout à fait, c'est pas la totalité de l'information qui est véhiculée là-bas. Donc, je vais dire qu'il y a un peu un manque de formation. D'information. De formation des enseignants. D'accord. Les enseignants, que ce soit du primaire jusqu'au lycée, il y a un manque de formation. Il y a un manque de formation parce que les enseignants ne savent pas aussi comment s'y prendre pour parler de ça. Un enseignant qui fait son cours et puis qui parle de comment disposer de son corps à ses élèves, peut-être le directeur va se présenter et puis dire qu'est-ce qu'il apprend à ses enfants. Ou bien le parent même va dire. Donc, quand l'enfant va revenir à la maison et puis dire que aujourd'hui l'enseignant dit ça, le parent va dire bon, qu'est-ce qu'on vous apprend finalement à l'école? Donc, il y a une manière et ça, il faut une formation de ces enseignants-là. Donc, il y a un manque de formation des enseignants pour pouvoir outiller plus les élèves, les jeunes sur ce côté-là. Voilà. Oui, Bernice, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les informations, ce qui concerne l'éducation sexuelle, sont suffisantes et adaptées aux réalités des jeunes? Moi, je pense que les informations sont suffisantes, mais adaptées, je dirais non. Puisque je pense que c'est la base même qu'il faut former, c'est-à-dire et les parents et les leaders religieux et les enseignants. Tout ce corps-là, c'est vraiment eux, on doit former puisque c'est eux qui donnent l'éducation aux enfants. Il faut que eux-mêmes, ils soient formés et sachent comment en parler aux enfants pour que l'information puisse réellement passer. Sinon, il y a l'information, mais c'est le côté des parents, des leaders religieux, des enseignants qui pose vraiment problème. Alors, un instant, avant que tu ne rebondisses sur ce qu'elle a dit. Alors, on est entre jeunes, vous êtes jeunes. Selon vous, quel genre de message on doit véhiculer pour que ça puisse vraiment toucher la cible des jeunes? Ou bien, en tant que jeune, quel message vous aurez souhaité, quelle information vous aurez souhaité qu'on vous donne sur la santé sexuelle? Bernice. Moi, je pense qu'il y a déjà l'information. On nous a déjà donné toutes les informations. Mais là, ce que moi, j'aurais souhaité, c'est que on forme nos parents. C'est-à-dire qu'on sensibilise nos parents, on forme les enseignants. Je pense qu'il doit y avoir un enseignant propre pour la santé sexuelle. En dehors des cours d'SVT. Voilà, en dehors des cours d'SVT, il doit y avoir un prof
propre pour la santé sexuelle, quoi. Et à la maison, il faut que les parents soient formés. Sinon, les jeunes ont déjà... Pour que l'information entre et travaille dans les jeunes, il faut que les parents eux-mêmes soient formés. Justement, qu'est-ce que par exemple tu aurais souhaité qu'on dise peut-être aux parents et que les parents te le transmettent? Ok, moi j'aurais souhaité pour ma part qu'on dise aux parents que qu'on les forme en général pour leur dire que les enfants ont droit à leur santé, et puis il faut parler de la sexualité aux enfants, parce que même si on n'en parle pas, les enfants vont forcément s'informer, mais de la mauvaise manière, quoi. Il faut qu'on forme les parents en leur disant de parler réellement de la sexualité aux enfants sans tabou. D'accord, Fadila? Il faudrait aussi qu'on enlève ce tabou-là à une jeune fille de pouvoir dénoncer, par exemple, quand il y a eu un viol ou une violence. Pour ça aussi, il faut sensibiliser les parents, parce que une jeune fille n'a pas la facilité de dire à ses parents qu'elle a été violée, parce que les parents d'abord vont dire que c'est de sa faute, vont l'accuser et n'ont pas ce déclic-là de dire d'aller porter plainte, par exemple. Parce que ça, on dit, bon, ça reste en famille, ça sera une honte pour elle, le fait de pouvoir en parler à la police et tout ça. Donc, le fait de former les parents, c'est surtout former les parents pour parler de la sexualité à leurs enfants, former les parents pour pouvoir parler de l'hygiène menstruelle sans problème, parce qu'il y a des jeunes filles maintenant qui ont leur menstruation alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et parfois, on cache aux parents. Le cache aux parents. Voilà. Parce qu'elle se dit que peut-être elle a fait quelque chose de mal, ou bien peut-être, bon, elle ne sait pas, elle ne sait même pas. Parce que maintenant, il y a des jeunes filles, avant même, la jeune fille va avoir peut-être 16 ans ou 18 ans même avant d'avoir ses menstrues. Or que maintenant, ce n'est plus le cas. Avec l'alimentation des jeunes filles, même à 9 ans, on dit que la plus jeune fille qui est en menstruation à l'âge de 9 ans. Quel parent peut parler à sa jeune fille, à sa fille à 8 ans par exemple, qu'il y a quelque chose qu'on appelle menstruation? Non, il n'y en a pas. Donc il faudrait que les parents parlent de ça ouvertement avec leurs enfants dès le bas âge. Par exemple, dire à la petite fille, ça c'est ça, ce truc, avoir les mots adaptés pour l'enfant, pas dire en même temps que tu sais ça là, tu vas avoir les menstrues, le sang va couler, tout ça. Il faudrait avoir les mots. Les parents eux-mêmes savent comment parler à leurs enfants. Donc, former les parents pour comment est-ce qu'il faut parler à leurs enfants sur tout ça. Et former aussi les parents pour pouvoir être plus ouverts et avoir confiance à leurs enfants. Quand une fille ou quand un garçon vient te dire qu'il a été violé ou qu'elle a été violée, que tu crois vraiment ce qu'il dit, que tu ne banalises pas. Parce qu'il y a des enfants maintenant, il y a des histoires où on entend les nounous qui abusent des enfants. Voilà, qui abusent des enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles. Mais quand le garçon là ou bien la fille là va venir dire à sa maman ou à son papa que telle chose s'est passée, on va banaliser, on va dire c'est juste un enfant, il sait pas ce qu'il dit. Et il sait pas ce qu'il dit. Et c'est quand ça va dégénérer après que vous allez vous rendre compte que vous avez raté une partie de la vie de l'enfant. Voilà. Donc, là, c'est l'information. C'est vrai qu'il y a l'information, mais l'information n'est pas véhiculée à des personnes vraiment concernées, qui sont les parents, qui sont les enseignants ou même les leaders religieux. Parce que maintenant, les leaders religieux ont vraiment une influence sur tout. Ce sont des leaders d'opinion. Oui. Voilà. Quand un leader religieux dit que quand tu manges la pâte, tu vas mourir, je suis sûre qu'il y a bon nombre de personnes qui vont commencer par se poser des questions. Est-ce que la pâte là que je suis en train de manger là, est-ce que dans 2 minutes je ne serai pas quelque part je serai pas quelque part là-bas? Donc, quand un leader religieux dit quelque chose, même si il y a d'autres personnes qui vont pas y croire, il y a bon nombre de personnes qui vont croire à ça. À cause de son statut. Voilà, parce qu'on se dit qu'il est le représentant de Dieu, par exemple. Qu'il sait tout de Dieu, lui au moins il connaît tout de Dieu. Et quand ça a trait à Dieu,
les gens croient plus facilement. Donc, les inclure dans le combat. Oui. Voilà, il faut vraiment les inclure, il faut vraiment les sensibiliser, leur parler de ça. D'accord. Alors, dans cette émission, puisqu'il est question de parler de santé sexuelle, de décider pour son corps, dites-nous, est-ce que les jeunes gens aujourd'hui décident réellement des relations sexuelles qu'ils ont entre eux? Bernice? D'accord. Oui. Posez la question. Oui, je repose la question. Oui, je dis, puisqu'on on parle du droit de décider pour son corps, est-ce que les jeunes gens, jeunes filles comme jeunes garçons, arrivent à décider, à dire que voilà, la décision vient d'eux-mêmes d'avoir des relations sexuelles? Moi, je dirais que oui. La décision vient d'eux-mêmes, sauf en cas de viol. Sinon, eux-mêmes, ils décident d'avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, dites-nous, Bernice, comment est-ce que ces jeunes-là sont perçus dans notre société? Les jeunes qui sont déjà actifs sexuellement, comment est-ce qu'on les voit? Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Pour ces jeunes, on dit que ce sont des enfants gâtés. Ce sont ils manquent d'éducation et tout. Donc, on a des préjugés sur eux. Dès qu'on les voit, on se dit, eux là, faut pas les fréquenter parce qu'ils n'ont pas une bonne moralité et tout ça. Voilà. Fadila, comment est-ce qu'une jeune fille qui est sexuellement active est perçue dans notre société? Dans la société, c'est comme Bernice vient de le dire, c'est une fille qui manque d'éducation. C'est une fille qui n'est pas sérieuse de base, que quand tu vois une fille comme ça qui est sexuellement active, c'est qu'elle ne va rien devenir dans l'avenir parce qu'elle n'a que le sexe dans la tête. Donc, une jeune fille comme ça, mais chez les parents, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, c'est la même mentalité. Hein. Je ne suis pas sûre qu'un parent va dire que sa fille ne peut pas être sexuellement active, mais son garçon peut être sexuellement actif. L'éducation sur ce point-là est égale au niveau des parents. Maintenant, c'est dans la société que c'est mitigé. Dans la société, un garçon, par contre, lui, on le voit comme quelqu'un de plus mature. Par exemple, quelqu'un de plus responsable. Bon, de toutes les façons, il ne va pas avoir une grossesse. Donc, ça sert à quoi qu'il soit sexuellement actif ou pas? Il n'a pas de conséquences. Mais pour la fille, par contre, elle peut avoir une grossesse non désirée. Elle peut même avoir une grossesse non désirée. Sans oublier que le garçon, lui, peut choper des infections. Ils oublient ça. Voilà donc avec les parents, c'est la même chose, que ce soit un garçon ou une fille. Mais dans la société, la fille est plus accusée à tort que le garçon. Alors justement, cette mauvaise perception de la société par rapport au fait que les jeunes gens soient actifs sexuellement, plus précisément les filles, est-ce que ça n'empiète pas le droit de disposer de son corps? Oui, c'est vrai que ça empiète le droit de disposer de son corps. Mais je crois que ça limite aussi la jeune fille à ne pas faire certaines bêtises. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, la jeune fille aussi se retient. C'est vrai que tôt ou tard, elle va être sexuellement active, mais ça va retarder. Et si cette jeune fille-là ne veut pas être perçue négativement, elle va se retenir elle-même. Elle va savoir s'y prendre pour ne pas qu'on sache même qu'elle est comme ça. Parce que si c'était, imaginons un seul instant que c'était permis, qu'on dise qu'une fille ou bien qu'un jeune garçon soit sexuellement actif, c'est permis, il n'y aura pas de gêne. Une jeune fille de 10 ans peut dire, bon, elle est sexuellement active, et puis on va dire, ça ne fait rien, sans oublier les conséquences. Donc c'est vrai que ça empiète les droits, mais ça, moi je crois que c'est un peu une limite aussi pour permettre un bon avenir à ces jeunes-là. Alors, je me permets de vous poser une question. Si le mauvais regard permet de limiter les écarts ou peut-être les questions de grossesse précoce, quelle est la place des sensibilisations dont vous avez parlé et des contraceptifs qui sont mis à disposition?
les sensibilisations, les contraceptifs qui sont mis à disposition, c'est pour empêcher, par exemple, les grossesses non désirées. Parce que quand on parle de contraception, l'abstinence aussi est une contraception. Quand on sensibilise, on parle d'abstinence. Mais au cas où la jeune fille n'est pas une personne abstinente et qui est déjà sexuellement active, toi, parent, tu dois quand même permettre à ce qu'elle ait des contraceptions pour ne pas qu'elle soit enceinte, qu'elle ait une grossesse non désirée qui va mettre en péril son avenir. Voilà, son avenir, sa carrière, que ce soit scolaire ou professionnelle. Donc, quand on parle de contraception, il y a aussi l'abstinence. L'abstinence est un moyen de contraception. Donc, c'est au cas où l'abstinence n'est pas respectée et que le jeune est déjà sexuellement actif, c'est dans ce cas-là qu'on parle des pilules, des préservatifs et tout ça. Parce que lorsqu'il y a le mauvais regard de la société, parfois c'est une discrimination. Voilà. Or, la logique, c'est de permettre à tout le monde de jouir de sa santé sexuelle et d'avoir les informations. Alors, vous avez beaucoup parlé, Fadila, vous avez beaucoup parlé de grossesse précoce, des conséquences des grossesses précoces. Alors, dites-nous, quand une grossesse non planifiée, non désirée survient, qui prend réellement la décision? La fille ou l'entourage? Bernice. Je pense que en général, c'est l'entourage qui prend la décision. Parce que c'est l'entourage qui décide soit si l'enfant va avorter ou soit si elle va le garder. Parce que déjà, le fait qu'elle soit enceinte, ça la rend vulnérable. Et puis, elle est là et puis elle se dit qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Et puis, si les parents disent l'enfant faut aller avorter, elle part directement avorter. Si les parents disent tu vas garder l'enfant, elle le garde. Donc, je pense que c'est l'entourage. Mais peut-être dans 10% des cas, l'enfant elle-même. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont fortes mentalement et puis ça leur permet de prendre les décisions par eux-mêmes. Peu importe ce que les autres sont en train de dire, ils prennent les décisions d'eux-mêmes. Voilà, donc en général, c'est l'entourage, mais dans 10% des cas, c'est l'enfant. L'enfant même, c'est pas que la personne est forte ou bien, forte mentalement. C'est parce qu'elle a peut-être peur. Peur, oui. Voilà, quand une fille tombe enceinte et qu'elle imagine déjà ce que les parents, tout ça, elle-même prend la décision sans même informer. Oui. Il y a des jeunes des jeunes filles qui sont décédées suite à un avortement clandestin. C'est quand elle a déjà avorté qu'on se rend compte qu'elle est morte parce qu'elle voulait avorter, parce qu'elle n'a pas informé les parents et tout ça. Je suis même pas sûre que les parents décident que l'enfant avorte parce que il y a dans certaines communautés c'est interdit qu'elle risque de perdre la vie. D'accord. Alors, dans le cas où les décisions sont imposées par l'entourage, quelles sont les conséquences ou les répercussions de cette décision imposée sur la jeune fille en matière de santé reproductive? Bernice. Quand on va parler de répercussions, je pense que l'enfant, pour le restant de sa vie, sera vulnérable. Elle sera beaucoup influencée par tout ce que les autres auront à dire, puisque elle va se dire je n'ai plus de mots à dire sur ma propre vie. Donc, mieux vaut faire ce que les gens me disent de faire. Donc, c'est ça. Il y a aussi le fait que la jeune fille perde confiance en elle-même. Et puis, des fois même, suite à cette décision qui a été imposée par les autres, qu'il y a quelque chose, elle va se dire c'est parce qu'elle a écouté les autres que c'est arrivé. Donc, elle va se culpabiliser. Va se culpabiliser à chaque fois quand il y aura autre chose. Et puis, elle va plus vouloir écouter les conseils des autres parce qu'elle se dit c'est parce qu'elle a écouté les autres que c'est arrivé. Ça s'est mal terminé. Donc, voilà. Mais si la décision vient d'elle-même et que ça se passe mal, prochainement, elle saura aussi quelle décision prendre. Parce que c'est pour ça qu'on dit des fois que de laisser la personne faire son erreur pour que prochainement, qu'il apprenne de ces erreurs-là.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes en général et surtout aux filles de pouvoir décider pour elles-mêmes et de pouvoir accéder, disposer de leur corps? D'abord, les sensibilisations. Quand on parle de sensibilisation, on peut aller vers les parents et tout. On peut aussi passer par des émissions radio comme celle-ci pour pouvoir passer le message. Pourquoi même pas des publicités, passer par des publicités pour faire comprendre à tout le monde que c'est important que l'information passe, c'est important que les jeunes filles aient leurs droits. Et puis, il faudrait que l'information soit vraiment accessible partout. Que c'est vrai qu'il y a des centres de santé qui permettent aux jeunes filles ou aux jeunes garçons de disposer des informations, mais pas tous les centres de santé. Donc, il faudrait que tous les centres de santé aient des personnes spécifiques pour répondre à des questions des jeunes sans toutefois discriminer, sans toutefois regarder le jeune du mauvais œil. Et puis, il faut aussi respecter la confidentialité. Voilà, parce que quand une jeune fille se présente dans un centre de santé, que tu sois ma tante, la voisine de la maison, c'est pas parce que je suis venue chez toi à l'hôpital pour t'expliquer un problème, par exemple pour dire que j'ai des infections, que tu vas sortir en même temps raconter à tout le monde dans le quartier que la fille a été passée dernièrement quand j'étais à l'hôpital pour parler de ces problèmes d'infection et tout ça. Voilà. Oui, Bernice. Alors selon toi, quel rôle, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les leaders religieux, les parents, le corps enseignant puissent accompagner les jeunes dans leur choix sexuel en matière de santé? Ok. En matière de santé, je pense que ce qu'il faut faire, c'est former les jeunes, les leaders religieux par rapport aux conséquences que la non-information peut apporter aux enfants et par rapport aux conséquences que l'information aussi peut apporter aux enfants, qu'ils voient le pour et le contre. Ça leur permettra de pouvoir parler de la santé sexuelle aux enfants. Oui, Fadila voulait rebondir sur quelque chose. Oui, vous avez parlé de ce qu'il faut faire pour que les leaders religieux, tout ça, accompagnent les jeunes. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé, pas les séances d'information. Il faut aussi des débats ouverts sur le sujet. À chaque fois qu'il y a des rassemblements de parents, qu'on parle de ça, que ça ne soit pas vraiment un problème, qu'on parle de ça parce que la santé sexuelle, c'est un peu comme la santé physique. Quelqu'un qui a mal à la tête, quand on parle souvent de cancer de sein ou vêtements, on parle souvent de l'ulcère ou vêtements. Comment est-ce qu'il faut traiter l'ulcère? Comment est-ce qu'il faut prévenir l'ulcère? Comment est-ce qu'il faut prévenir certaines maladies? Il faudrait qu'on parle aussi de ça à ce genre de personnes. Sensibiliser les leaders religieux pour que quand il y a des cultes, quand il y a des séances de prière, parce que par exemple à l'église, je crois qu'il y a des rassemblements de jeunes. On dit il y a la fête de la jeunesse par exemple, il y a la fête des femmes, il y a la fête des parents. Donc quand il y a ce genre d'occasion là, ce genre de moment, que les leaders religieux profitent de ça pour pouvoir véhiculer le message. Mais ils peuvent pas véhiculer le message sans toutefois que eux-mêmes ils aient l'information. Donc pour que eux ils aient l'information, il faudrait qu'on les sensibilise, qu'on les parle beaucoup. C'est vrai que nous jeunes, peut-être quand on va les parler, ils vont pas prendre ça comme sont des enfants qui sont venus les parler. Mais avec les adultes, c'est différent. Voilà, quand un adulte, quand une personne responsable se présente devant un leader religieux avec la manière qu'il faut et le parler, je crois que ça sera plus efficace pour eux de passer le message. Merci à vous. Un dernier mot, Bernice, avant de clôturer cette émission. Avant de clôturer, je voulais rajouter un petit truc à ce que Fadila avait dit. Je pense que on avait dit que l'information est déjà là par rapport aux jeunes. Et je pense qu'il faut encore
dans des écoles, informer davantage. Il y en a, oui, mais dans les zones reculées, pas vraiment. Donc, il faut encore, en plus de former les parents, il faut aussi informer les jeunes qu'il y a des cellules de santé pour eux, qui sont là pour eux, quoi. Donc, ils peuvent aller facilement comme ils veulent. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'aimerais aussi dire que même si on dit qu'il y a l'information, qu'il y a le droit de disposer de son corps, il faudrait qu'on rappelle aux jeunes également que tout ça, ce n'est pas de permettre aux jeunes de faire la sexualité comme ça, quand ils veulent et tout ça. C'est juste pour leur bien-être. C'est pour ça que j'ai précisé au début que quand on parle de santé sexuelle et reproductive, on ne parle pas de rapport sexuel. On parle des violences, on parle du genre, on parle de l'hygiène menstruelle, on parle du consentement et tout ça. Donc, il faudrait aussi qu'on enseigne les jeunes. Parce qu'il y a les jeunes qui croient que quand on fait les sensibilisations, c'est pour leur dire que tu peux avoir les rapports sexuels quand tu veux, où tu veux, tout ça. Voilà. Je pense que c'est sur ces mots de Tchatipi Fadila, trésorière régionale du MAJ ATBEF, que nous allons mettre fin à cette émission. Nous étions également sur le plateau avec Essé Bernice, qui est également membre du MAJ ATBEF et étudiante à l'université de Lomé. Merci d'avoir choisi Radio Djina. Aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin, merci pour la fidélité d'écoute. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission, pour une prochaine édition spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Vous étiez avec Meshak Nyaro. À très bientôt. Au revoir.